réservée au vraisemblable par les rhétoriques du naturaliste, la tentation pour l'imagination de s'y livrer selon d'autres modèles n'en subsiste pas moins. Alors, je voudrais simplement dire qu'on trouve le même type d'hésitation, d'oscillation, en ce qui concerne les rapports entre le thème de la curiosité et celui de la libertas philosophandi, chez Gassendi. La curiosité étant éprouvée à la fois comme puissance de liberté, mais en même temps qui doit être régulée en fonction de certaines limites. Je passe sur les utilisations, l'analyse qu'il fait des utilisations du pro et de contra dans le domaine de la spéculation, et j'en viens pour finir en guise d'épilogue. Combien me reste-t-il de temps ? 2 minutes, voilà, c'est une catastrophe. Sur les déplacements symptomatiques d'une honnête curiosité de style épicurien entre volonté de savoir et souci de soi. Au milieu de ces méditations qui me désabusaient insensiblement, écrit Saint-Évremont, donc j'eus la curiosité de voir Gassendi, le plus éclairé des philosophes et le moins présomptueux. Après de longs entretiens où il me fit voir tout ce que peut inspirer la raison, il se plaignait que la nature eût donné tant d'étendue à la curiosité et des bornes si étroites à notre connaissance. Saint-Évremont mettra l'accent sur le statut exceptionnel de Gassendi dans l'arène philosophique, dans un moment où lui-même doute et où il le rencontre en sa jeunesse. Mais que restitue-t-il de cet enseignement ? Il se plaignit que la nature eût donné tant d'étendue à la curiosité et des bornes si étroites à notre connaissance, qu'il ne le disait point pour mortifier la présomption des autres, ou par une fausse humilité de soi-même, qui sent tout à fait l'hypocrisie, que peut-être il n'ignorait pas ce qu'on pouvait penser sur beaucoup de choses, mais de bien connaître les moindres, il n'osait s'en assurer. Sous la plume de Saint-Évremont, la critique de la curiosité qu'il trouve chez Gassendi ne frappe pas simplement les savoirs spéculatifs qui excèdent les limites de la raison. Voilà, elle a une fonction qui n'est pas incoative, mais en quelque sorte conclusive, en ce qui concerne la théologie et la métaphysique, du moins. Alors, une science qui m'était déjà suspecte me parut trop vaine pour m'y assujettir plus longtemps. Je rompis tout commerce avec elle et commençai d'admirer comme il était possible à un homme sage de passer sa vie en des recherches inutiles. En l'espace de quelques lignes s'opère un déplacement de point de vue symptomatique. Des incertitudes de la raison curieuse, trop curieuse en matière de théologie ou de métaphysique, que l'on trouvait chez Gassendi, on glisse à l'inutilité totale de son exercice. L'écart entre étendue de la curiosité et borne de la connaissance ne sera pas aménagé, et la critique gassendienne du dogmatisme est hâtivement transmuée en critique de toute activité philosophique, quelle qu'elle soit. On sera troublé par l'étape suivante, les mathématiques. Celles-ci n'échappent pas aux doutes sceptiques et à la débâcle des savoirs trop spéculatifs. Un déplacement presque imperceptible conduit donc d'une critique gnoséologique de la curiosité et des faiblesses de la raison chez Gassendi à une critique morale de la volonté de savoir elle-même. On perçoit mieux ce qui se cachait derrière l'usage du doute sceptique, hérité de Montaigne et de Gassendi. Chez l'honnête homme, c'est la vérité en tant que valeur qui est mise en question. Dans la vie que se donne l'honnête homme, la recherche de la vérité ne vaut pas par elle-même. Elle représente un type de passion parmi d'autres qui ne saurait être exclusif sous peine de devenir suspect et malsain. Si Gassendi reprenait la hiérarchie traditionnelle qui consiste à subordonner le savoir au bonheur, la vérité constituait pour la physique et l'éthique un horizon commun,
Je vais conclure. Ici, l'éthique va jouer contre la vérité. Tel est du moins le sens apparent de la formule gnomique qui constitue la charnière de ce traité, car à parler sagement, nous avons plus d'intérêt à jouir du monde qu'à le connaître. Je conclus. Bon. Croyez-moi sur parole. Je montre en gros dans cette communication comment les types de curiosités auxquelles il faut absolument renoncer vont amener à une redéfinition de la curiosité dans d'autres domaines, et notamment une curiosité articulée au souci de soi et à certains types de savoirs évalués en fonction de ce souci de soi. En particulier, la morale, la politique et la connaissance des belles lettres, mais selon un certain type d'approche qui redéfinit les vertus éthiques de la curiosité dans ces trois domaines. Bon. Entre Saint-Évremont et Gassendi, les jeux de langage, semblant reprendre une même problématique de la curiosité, relèvent en grande part du trompe-l'œil. Elles relèvent en réalité de formes de vie foncièrement différentes. Qu'y a-t-il d'épicurien dans tout cela ? Ce serait l'objet d'une autre communication, où je vous parlerai des transformations internes de l'épicurisme et de ses usages successifs à l'usage des modernes. Pour l'instant, je m'en tiendrai à un petit dénominateur commun en guide de prolepse. Dans un cas comme dans l'autre, l'épicurisme interviendra comme une manière optimale d'aménager l'écart entre étendue de la curiosité et borne de notre savoir. Dans un cas comme dans l'autre, Gassendi et Saint-Évremont, la réhabilitation du jardin à l'usage des modernes aura une vertu épistémiquement et moralement curative. Libérer le savoir de certaines formes de pathologie en assignant certaines limites à la curiosité et certaines règles à notre désir de connaissance. Mais il ne s'agira assurément pas, ici et là, du même épicurisme, ni de la même conception et régulation de la curiosité comme passion du savoir. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour cette communication passionnante sur Gassendi, sur Piresque et le thème de l'épicuréisme. Et maintenant, la dernière communication dans cette séance, c'est Yoshinori Suzaki de l'Université de Tsukuba, au Japon. La curiosité chez Descartes, lecteur de Charon. Merci, le Président. Je tiens à remercier Johnny de m'avoir invité à Rome. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. J'espère que celui qui vient du Japon fait la même chose. Mais en tout cas, veuillez me pardonner de parler en français avec cet accent japonais en Italie et surtout d'avoir apporté une petite modification au titre de ma communication. Finalement, Finalement, je me suis proposé de parler plus de Descartes qu'à de Charon, car mon projet de recherche comparatiste entre Charon et Descartes n'a pas encore abouti à un certain résultat. Bon, alors, au début de la recherche de la vérité, l'ouvrage de Descartes, probablement rédigé avant 1635, Épistémon constate que son intellecteur en retraite, Eudoxe, n'a au cours de sa vie pas manqué de curiosité, car ce dernier a bien employé son temps à voyager, à fréquenter les savants, c'est-à-dire lire et discuter, et enfin à examiner tout ce qui avait été inventé de plus difficile en chaque science, y compris les sciences les plus curieuses et les plus rares, telles que l'optique ou la météorologie. Il est certain qu'Épistémon parle de parcours intellectuel de Jean Descartes évoqué avec une véritable reconnaissance envers ses maîtres de la flèche, bien que ceci soit finalement mis en question dans la première partie du discours de la méthode. Ainsi, Eudoxe ne s'intéresse maintenant plus à ces matières qui éveillent la curiosité, ne s'interroge que sur toutes les vérités qui se rencontrent seulement dans son esprit,
et s'oppose à l'idée selon laquelle il y en a d'autres à découvrir. Dès lors, la curiosité en tant que désir d'apprendre ou désir de connaître ne se mobilise tel coup dans la lecture d'un Liber Mundi, de Blanc, le Liber Scripturae, si l'on se sert ici des concepts largement analysés par Curtius et Blumenberg. Si le désir en tant que passion primitive se diversifie selon Descartes, en entend de diverses espèces qu'il y a de divers objets qu'on recherche, la curiosité n'est-elle pas réveillée dans un autre livre, c'est-à-dire celui du moi, dont la lecture est mise en avant non seulement par Eudoxe au début de la recherche, et par le narrateur à la fin de la première partie du discours, mais aussi chez Pierre Charon dans son ouvrage principal de la sagesse. Dans la préface, Charon exprimait en effet le désir de se connaître lui-même, je cite, en entrant dedans avec la chandelle et l'éprouvette, fouillant et frottant par tous les trous, recoins, détours, cachets et secrets non sans cause. Car c'est le plus fin et fin, le plus couvert et fardé de tout. Fin de citation. Si les images de la chandelle et de l'éprouvette suggèrent assez ce désir d'explorer l'intériorité en se mettant tous à l'éprouve, à l'essai, à l'expérience, c'est que le soi semble constituer moins un objet rare, étrange et même insolite qu'on peut trouver partout dans le Liber Mundi qu'un objet déjà familier d'une certaine manière ou d'une autre, mais simplement mal connu. C'est à partir de cette remarque préliminaire que notre communication s'intéresse à la question de savoir. Dans quelle mesure la curiosité est mobilisée, moins dans l'examen de soi que dans l'éclaircissement des phénomènes naturels chez Descartes qui, d'un point de vue philosophique, témoigne d'une forte influence de Charon. Commençons par constater que la curiosité n'est pas au centre de la réflexion de Descartes sur la connaissance, ni de celle de Charon, et ce contrairement aux autres philosophes du XVIIe siècle, tels que Hobbes, que nous allons travailler demain, je crois. Alors, je cite Blumenberg, il dit « Chez Descartes, l'emploi des termes curiosité et curieux ne comporte ni pathos, ni spécificité. » Il dit cela dans la légitimité des temps modernes. Toutefois, l'analyse des occurrences de ce lemme dans l'ensemble du corpus cartésien nous permettrait de constater qu'il est employé en trois sens, et ce conformément à son usage courant à cette époque. Premièrement, celui qui dérive de cura en latin ou de curios, c'est-à-dire il s'agit d'être curieux, c'est être soigneux, soucieux et même inquiet. Deuxièmement, celui qui signifie la tendance de s'enquérir indiscrètement des affaires d'autrui. Et troisièmement et finalement, celui qui désigne l'activité de l'esprit qui cherche. Certes, ce troisième sens ne donne pas lieu à des réflexions approfondies, même dans la recherche de la vérité, ouvrage clé pour examiner la curiosité chez Descartes. D'une part, ce substantif n'y est pas encore employé pour signifier les objets rares et exceptionnels sur quoi l'activité de l'esprit même se porte, alors qu'on voit cette signification de plus en plus commune chez les philosophes du XVIIe siècle, dont Leibniz, qui s'intéressa par exemple à des objets dignes de constituer un théâtre de la nature et de l'art, c'est-à-dire un cabinet de curiosité dans la lettre sur l'éducation d'un prince. D'autre part, et surtout Descartes ne s'interroge pas explicitement sur le clivage entre deux connotations bien différentes de la curiosité, l'une positive, qui marque la grandeur de l'esprit humain, et l'autre négative, qui dénonce l'audace de ce dernier, qui tente de transgresser les frontières de Prémie pour forcer le secret des choses cachées, et ce sur deux plans différents, théologico-philosophiques et éthico-moraux. Comment prétend comprendre une telle tranquillité apparente de la part de Descartes, et ce tout particulièrement au sujet de l'interdit théologico-philosophique? Afin d'éclaircir cette question, il serait sans doute pertinent de nous référer directement à la thèse de Blumenberg, selon laquelle l'expression Liber Mundi a été débarrassée de ses origines théologiques
à l'ère moderne. Si l'idée d'un liber mundi ne devait plus servir à appeler l'homme à y rechercher son créateur, c'est parce que Descartes soutient d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, comme Charon, l'absolutisme théologique introduit par le nominalisme, et ce notamment dans la lettre à Meilsen du 15 avril 1630 au sujet de l'incompréhensibilité de la puissance de Dieu. Les desseins que Dieu a réalisés dans le monde qu'il a créé par sa puissance illimitée restent inaccessibles à l'homme. Or, nous ne pouvons ni les connaître, ni les comprendre. L'homme ne s'interroge plus sur le monde considéré comme une déesse, c'est-à-dire une entité providentielle et mystérieuse dotée de pouvoirs occultes. Il se retrouve entièrement légitimé à faire du monde son monde, et ce, en lui imposant ses propres fins. C'est ainsi que le monde ne signifie pour l'homme que la matière même dont il n'est plus question de forcer le secret caché d'ordre théologique. Nous reviendrons sur ce rapport Dieu-homme à la fin de notre communication pour constater notamment la chose suivante. C'est cette impossibilité assignée à l'homme qui explique la possibilité de jouir pleinement de la curiosité dans les recherches purement et simplement terrestres. Cette dernière est en effet caractérisée comme bonne de sa nature, en tant que passion selon la déclaration cartésienne de l'article 211 du traité des passions de l'âme. C'est comme s'il suffisait pour l'activité scientifique d'avoir la volonté, comme dit Charon, de s'intéresser à tout et de ne s'étonner de rien, ou le désir, comme dit Descartes, de s'interroger sur des phénomènes naturels et ce ayant recours à la déduction ex positione ou a posteriori à partir des connaissances sensibles. À un tel optimiste cartésien s'ajoute immédiatement une sorte de réalisme. Il ne faut pas tomber dans la recherche des raretés seulement pour les admirer et non point pour les connaître, car c'est ce qui fait durer la maladie de ceux qui sont aveuglément curieux, ainsi qu'il s'agisse de l'étonnement charonien ou de l'admiration cartésienne. Dans quelle mesure ces passions nous empêchent-elles d'éviter le mauvais usage ou l'excès de l'autre passion qu'est la libido, sciendi? C'est donc cette question qui donne lieu à une première réflexion approfondie dans notre communication. En vérité, cette question nous amène immédiatement à examiner la réflexion cartésienne sur le rôle épistémologiquement important accordé à l'admiration, car elle sert, comme chez Aristote, à l'ouverture à la connaissance. L'admiration est définie dans le traité des passions de l'âme comme la passion primitive qui est rigide dans la surprise provoquée par la nouveauté de la chose abordée. Cette dernière nous paraît nouvelle non seulement lorsque sa nature n'a rien de commun avec tout ce que nous connaissions déjà, donc il s'agit du rapport avec le passé, mais aussi lorsqu'elle est inattendue ou imprévisible, donc il s'agit de rapport avec le futur. Ce faisant, notre attention est captivée par ce qui nous paraît neuf dans le présent, c'est-à-dire ce qui nous paraît rare et extraordinaire. Dans cette seule mesure, l'admiration joue un rôle moteur à l'égard de l'acquisition du savoir, et c'est tout en assurant la mémorisation des connaissances sur les matières jusque-là inconnues. C'est ainsi que Descartes va jusqu'à admettre que ceux qui n'ont aucune inclination naturelle à cette passion sont ordinairement fort ignorants, et qu'il n'y a que ceux qui sont hébétés et stupides qui ne sont point portés de leur naturel à l'admiration. Toutefois, une telle utilité accordée à l'admiration ne nous empêche pas de savoir à quel point la relation entretenue entre cette passion et le progrès de savoir est ambivalente. Selon Descartes, celui qui veut avancer dans la recherche scientifique doit paradoxalement se libérer de l'admiration. Je cite, il s'agit de l'article 76 du traité, « Nous devons toutefois tâcher par après de nous en délivrer le plus qu'il est possible. »
Sinon, on recherche tant les choses rares que les choses peu importantes, et ce, comme nous l'avons déjà cité, seulement pour les admirer et non pas pour les connaître. On prend ainsi l'habitude d'être trop admiratif. Dans ce dernier cas, l'acquisition du savoir n'est pas assurée puisqu'on n'est surpris que par l'inconnu et qu'on continue tout en restant admiratif à considérer l'inconnu comme irréductible au connu. Rien ne peut ne paraître rare et extraordinaire que pour ceux que nous l'avons ignoré ou même aussi pour ce qu'il est différent des choses que nous avons sues. C'est ainsi que l'inconnu reste dans l'obscurité sans être examiné en lui-même jusqu'à ce qu'il soit éclairci par la lumière naturelle, ni être rapporté des autres choses dont on a déjà la connaissance pour fonder la scientia vera et certa. Bien plus, dans la mesure où l'admiration verse souvent dans l'excès, elle peut également nuire à la connaissance et son développement au lieu d'y inciter. Je cite, « Elle fait qu'on arrête seulement son attention sur la première image des objets qui se sont présentés sans en acquérir d'autres connaissances. » Fin de citation. L'excès d'admiration que Descartes appelle l'étonnement ne nous incite pas à passer à une perspective différente de la connaissance de la chose admirée. L'admiration excessive ne contribue pas à l'amélioration de notre ignorance. Notre ignorance risque de pervertir notre faculté de connaissance et par là de compromettre le progrès effectif dans la connaissance vraie. Il faut donc s'abstenir par avance d'admirer perpétuellement dans la considération des objets qu'il nous reste à connaître. Bien que l'admiration constitue pour nous la toute première inclination à connaître, sans laquelle nous restions ignorants pour toujours, elle est appelée à disparaître autant qu'il est possible, dès que notre connaissance commence à s'étendre grâce à un bon usage de la libido sciendi. Il nous paraît donc possible de constater que Descartes s'interroge moins sur les matières elles-mêmes des sciences curieuses ou des curieuses expériences que sur la façon dont on traite ces matières. Il faut éviter l'admiration excessive et persistante qui risque de nous faire éprouver de la curiosité seulement pour rechercher toutes les petites particularités touchant une matière si l'on se sert des mots dans la lettre à Mersenne de 23 décembre 1630. Au lieu de faire les recueils généraux de toutes les choses les plus communes et qui sont très certaines et qui se prouvent savoir sans dépense. En effet, cette différence entre les choses particulières et générales correspond parfaitement à celle qui est introduite dans la recherche de la vérité. Les sciences qui se tirent des expériences rares et studieuses et celles qui se tirent des choses communes et desquelles tout le monde a entendu parler, les deux étant en tant que science distinguées d'avec les simples connaissances qui s'acquièrent sans aucun discours de raison et ne dépendent que de l'expérience seule. C'est donc vers les sciences déduites des choses communes que la libido sciendi doit se mobiliser à partir de l'admiration bien maîtrisée. Outre cette maîtrise de l'admiration excessive et persistante, quelles sont les autres conditions que l'homme doit préalablement remplir pour former son esprit connaissant et par là devenir l'homo creens qualifié? Car il y a assez de vérités qui se peuvent connaître en chaque matière pour satisfaire pleinement à la curiosité des âmes réglées, comme dit Eudoxe dans la recherche de la vérité. Cette question sur le réglage ou la modération de l'âme nous amène à aborder non seulement la réflexion cartésienne concernant l'établissement d'une bonne méthode, dont il s'agit de moyens de connaissance, qui est exposé des reglae ad dilectione ingeni à la deuxième partie du discours de la méthode, mais aussi et surtout la deuxième réflexion qui porte sur l'examen de soi. Maintenant, il s'agit donc de sujet connaissant, qui est entamé dans la quatrième partie du discours en Meditationes de Prima Philosophiae. Donc alors j'aborde maintenant la première réflexion qui porte sur le moyen de connaissance. Ce qui est assigné non seulement sur le plan métaphysique mais aussi sur le plan physique comme
possible aux facultés humaines mobilisées par la libido sciendi, c'est connaître clairement et distinctement telle ou telle chose selon le premier précepte de la méthode, dévoilé dans la deuxième partie du discours de la méthode. C'est dans cette perspective qu'on devrait lire les mots de Descartes dans sa première partie. Les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir tant à contenter les curieux qu'à faciliter tous les arts et diminuer le travail des hommes. En revanche, lorsque l'homme est aveuglément curieux, la lumière naturelle de son esprit est tellement affaiblie qu'il ne connaît pas la chose de cette façon. D'où un désir insatiable ou insatisfait de connaissance qui est comparé dans la recherche de la vérité avec celui de l'hydropique qui veut boire alors que la boisson lui est nuisible. Je cite, « Le corps des hydropiques n'est pas plus éloigné de son juste tempérament que l'esprit de ceux-là qui sont perpétuellement travaillés d'une curiosité insatiable. » Fin de citation. De la même façon que le corps de l'hippodoripique, l'esprit envahi par un désir insatiable de connaissance est celui qui veut connaître, alors même que l'accroissement de la connaissance lui est nuisible. Voilà. Un tel dérèglement de l'aspiration à la connaissance provient de l'insuffisance de la connaissance acquise, non pas au niveau de sa quantité, mais au niveau de sa qualité. Si le désir de connaître n'est pas satisfait, c'est que la connaissance déjà acquise est douteuse ou simplement probable, parce qu'elle n'est pas bien fondée. Comment peut-on révéler ce désir de savoir qui est commun à tous les hommes comme une maladie qui ne se peut guérir dans la mesure où la curiosité s'accroît avec la doctrine? Le remède à l'instabilité de la libido sciendi réside beaucoup moins dans l'accumulation indéfinie des connaissances que dans la remise en question des connaissances acquises elles-mêmes. Il faut commencer par distinguer le certain de tout pour acquérir une connaissance certaine qui soit apte à satisfaire l'exercice de l'entendement humain. Pour maîtriser le dérèglement de la libido sciendi, il n'est plus utile d'amasser une autre connaissance si elle a toujours les mêmes défauts que la connaissance déjà acquise. Il est bien plutôt requis de nous attaquer directement à la connaissance dont nous disposons déjà et ce dont remédions à travers la constitution d'une bonne méthode aux défauts qui la rendent insatisfaisante et insuffisante. C'est pour constater ce point que Descartes dit dans la règle 8 des règles, je cite, c'est un peu long comme citation, « Quiconque aura observé exactement les règles précédentes en cherchant à résoudre quelque difficulté et se verra cependant ordonné par celle-ci de s'arrêter quelque part, saura dès lors avec certitude qu'il ne dispose d'aucun moyen pour découvrir la connaissance qu'il cherche, et cela non par la faute de son esprit, mais parce que l'obstacle qui s'y oppose est la nature de la difficulté même, ou encore l'humaine condition. Cette connaissance n'est pas une moindre science que celle qui rend manifeste la nature de la chose même, et qui pousserait plus loin sa curiosité n'aurait pas, semble-t-il, toute sa raison. C'est ainsi que l'absence de méthode peut générer une méconnaissance de notre pouvoir de connaître qui est à la source de ce désir insatiable de connaître. En revanche, il faut bien exercer sa propre faculté de connaissance de telle manière qu'on ne sous-estime ni surestime sa capacité de connaissance. La méthode tend à délimiter notre pouvoir de connaître en nous faisant prendre conscience du fait qu'il ne nous est pas possible d'être en rapport avec des choses qui ne peuvent pas être connues avec certitude. Maintenant, je passe à la deuxième réflexion qui porte sur l'esprit connaissant. Que l'esprit divin qui se connaît premier puis en soi toute chose se distingue, selon Charon, d'avec l'esprit humain qui connaît toute autre chose plutôt que soi, cela veut dire qu'un savoir universel qui se porte sur le monde n'est pas assuré que s'il est d'abord fondé sur un examen de la condition naturelle de l'homme.
Ce dernier semble naturellement, sans le recours à un questionnement fondamental sur lui-même, destiné à se perdre dans la relecture de Liber Mundi, alors que pour accéder au véritable savoir, il devra, selon un avertissement de type augustino-platonicien, se retirer en lui-même, se concentrer sur ses propres pensées et chercher en soi ce qui est absolument possible et permis. C'est dans cette perspective charonnière et peut-être même montagnenne que Descartes a pris, à la fin de la première partie du discours, la résolution d'étudier aussi en moi-même, c'est-à-dire à l'intérieur de moi en tant que créature. L'aspiration à la recherche de la vérité sera effectivement condamnée par Descartes lorsqu'elle va au-delà des domaines accessibles au pouvoir humain de connaître. Dans le cas présent, on ne se trouve qu'aveuglément curieux, aveuglément en ce sens que la curiosité humaine est inutilement mobilisée pour essayer de posséder les perfections divines. Une progression de l'humain au divin animée par le développement de la connaissance. De quoi s'agit-il précisément ? Il s'agit de l'un des thèmes abordés dans la lettre à Mersenne de 25 décembre 1639, la 13e méditation, les 5e réponses, ainsi que dans la lettre à Chagnoux du 1er février 1647, où Descartes explique comment nous arrivons à souhaiter d'être Dieu. Il met en cause non seulement l'idée d'après laquelle l'entendement est celui qu'il y a de plus proche de Dieu en l'homme, mais aussi et surtout celle qui affirme que le développement de la connaissance humaine vise l'omniscience divine. En effet, la différence entre l'intellection divine et l'intellection humaine ne tient plus à la modalité de leur exercice. Alors que l'entendement de l'être incapable de toutes sortes de documentation est infini, plutôt qu'indéfini, l'entendement humain n'est que fini. Que ce dernier soit nécessairement d'une fort petite étendue et grandement limité, cela ne veut pas dire que cette limitation en extension soit une simple limitation d'exercice, pour ainsi dire factuelle, mais qu'elle lui est essentielle en tant que cet intellect est créé. Une telle distance irréductible entre le fini, aussi perfectible qu'il soit, et l'infini n'est pas négligeable lorsqu'il s'agit de maîtriser notre usage de la curiosité. L'entendement humain ne peut ni ne doit prétendre à l'omniscience divine. Dans cette seule mesure, il est certain que la conception cartésienne de l'admiration ne semble pas disqualifier toute forme d'admiration, car il y a au moins une chose qui est digne d'admiration, c'est Dieu. Si l'objet le plus ontologique de l'admiration est assigné à Dieu dans la 13e méditation sous une forme de contemplation, c'est parce que la connaissance ou l'idée de Dieu n'est absolument pas réductible à la connaissance des objets déjà connus et donc qu'il est rare et extraordinaire. Dans la mesure où Dieu incarne le plus rare et le plus extraordinaire, il ne s'agit pas pour Descartes d'éliminer toute admiration, mais de réserver l'admiration à ce qui est rare et digne d'être fort considéré. Ce qui nous autorise à admirer Dieu implique le renoncement à la perspective d'une participation à l'intellection divine, de même qu'on ne peut parvenir à la connaissance de l'infini à partir du fini, le fini ne peut espérer progresser jusqu'à atteindre les perfections de l'infini. C'est parce qu'elles sont en acte dans l'idée qu'on a de Dieu, alors qu'on ne dispose que de la puissance de les acquérir. Et cette puissance ne permet précisément pas d'espérer la possession actuelle de toutes ces perfections. Le bon usage de la libido sciendi consiste donc dans le renoncement à s'enquérir de ce par quoi la connaissance ne dépend pas de l'homme en tant que créature. Il faut aussi trouver le moyen de ne pas vouloir être trop savant et de s'arrêter seulement à ce qui est possible pour les facultés épistémiques de l'homme, et par là à ce qui est utile pour lui. C'est dans cette mesure que la leçon tirée des réflexions scolastiques sur la curiosité est valable, même pour Descartes. Je cite, « J'ai bien appris autrefois que notre désir ne se peut éteindre naturellement jusqu'aux choses qui nous paraissent être impossibles, et qu'il ne le doit pas jusqu'à celles qui soient vicieuses ou inutiles. » C'est un tel utilitarisme épistémique qui devrait aboutir à un autre renoncement cartésien à totaliser le savoir et l'égard des phénomènes naturels.
Il n'est pas nécessaire de s'interroger partout dans le monde sur tout ce qui s'est passé, se passe et même se passera. C'est pourquoi Eudoxe semble se joindre à l'utilitarisme d'épistémon lorsqu'il précise, comme nous l'avons cité, qu'on n'a affaire qu'à assez de vérité qui se pouvait connaître en chaque matière pour satisfaire pleinement à la curiosité des âmes réglées. Concluons, si la lecture curieuse n'est pas requise pour le livre du mois, c'est parce qu'elle est remplacée par un autre type de lecture de ce dernier. Il s'agit d'un exercice critique de type méditatif qu'on se donne soi-même. Un tel exercice dévoile en effet l'infirmitesse qui marque non seulement un défaut de la nature humaine ou une limite a priori imposée aux facultés intellectuelles, mais aussi et surtout la possibilité d'en faire un mauvais usage, sur l'exposé de la Meditatio Currita et des articles 37 et 38 de livre 1 des principes. Le mauvais usage, le mauvais exercice de nos facultés suggère la possibilité d'en faire, au contraire, un bon usage. Le projet de s'en servir d'une manière satisfaisante constitue donc le noyau de toute la réflexion cartésienne sur la curiosité qui aboutit à la possession méthodiquement assurée et épistémiquement modérée du savoir, et ce en commençant par la maîtrise de l'admiration. C'est à la seule condition d'insister sur l'importance de ce projet qu'on soulignera la justesse de la remarque à la fois concise et dense de Blumenberg que se Descartes dans leur légitimité des temps modernes. La qualité motrice de la curiosité théorique semble à Descartes menacée par les irritations objectives auxquelles elle ne succombe que trop facilement, oubliant les questions fondamentales et préalables, la fondation et la consolidation critique qui impliquent totalement le penseur de type cartésien. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment interessante sur Descartes e Charon. Ed adesso abbiamo qualche minuto per parlare. Ci sono domande. Sabrina. Micro. Thank you. I have a question for John, and it concerns the possible impact of Ficino's De Vita on Burton's Anatomy on Melancholy. And I was wondering, while Ficino describes melancholy actually as a professional disease of intellectuals, so people thinking too much just fall into melancholy because they consume all the good spirits. And that's why they have to recover. And what he then suggests people could do is not to think less or to do other things, well, that you can always do, but also you could try to absorb, the good spirits from other things, like, drinking white wine or eating honey, all the things that have some similarity to light, to the sun, and therefore would restore our spirits. I'm not so sure if curiosity comes up in Ficino, but the link between melancholy and the intellectual, which goes obviously back to Aristotle, is very prominent there. And I was just wondering if this had some impact on Burton's text. I'm sure that's a good question. I'm afraid I don't know the answer. I don't even remember if he refers to Ficino or not. I have a question for John. So if I correctly understood, Barton thinks that everything can produce melancholy and everything can cure it. So curiosity can produce melancholy, curiosity can cure it. I have two questions, essentially, simple questions. The first is, there is in Barton Anatomy of Melancholy the idea that we can cure a passion using another passion. This is the first question, because it's a very crucial notion in Montaigne essays and in a lot of modern moral anthropology. And the second question is if this
therapy of melancholy by curiosity. In this therapy, which kind of curiosity can cure melancholy? There's in Barton a good curiosity, a bad curiosity, as I speak this morning in Montaigne, for example. So, two questions. If we have the idea of curing a passion by another passion, and if in Barton there's a distinction between good and bad curiosity. Thank you. Also a good question. He doesn't mention in those words, curing a passion by a passion. He does describe the good curiosity, which cures your melancholy by investigating various problems that he's just finished describing as the cause of melancholy. He doesn't give a clue for or guidance for how you could expect it to either cure or cause. So it's he doesn't give an etiology, doesn't give a causation that tells you specifically in what cases will certain curiosities call melancholy, in what cases will they cure it. And he also doesn't, although he describes curiosity as causing it, and then he describes it as curing it, he doesn't give us a standard for which is good and which is bad curiosity. It's very often the same curiosity. So the best example is the quadrature of the circle, which can cause it and it can cure it. But he doesn't give us a context or an understanding of what cases it'll cause it and what cases it'll cure it. I'll ask you to comment on a specific possible example. So you said in your paper that whether curiosity contributes to or cures melancholy depends upon what we're expecting and how we understand things. So I was wondering if you might say something about what sorts of expectations. I mean, that's an interesting formulation, and I thought you might have something in mind. And this is where I don't know whether this will help or hinder, but this put me in mind of John Stuart Mill's account in his autobiography of his first mental collapse at the age of 21, when he seems to attribute it to the result of having been reared a sort of utility calculating machine without having had a kind of proper affect inculcated into him. And I wonder if that might be the sort of, I'm trying to get a handle on what sort of example would count as these expectations. Also a very good question. I'm afraid my conclusions there about expectations and understandings are my formulation of it, not Burton's. He doesn't provide guidance like that. He doesn't say it depends on what you expect and it depends on how you understand things. So that's my imposition on his statements. He just goes through all these things cause melancholy, and then all these same things can cure melancholy. And it's only from the context, presumably for some people and in some contexts it'll cause it, and for some people in some contexts it will cure it, but he doesn't give us advice on what to look for and what those standards will be. So he doesn't tell us whether being a utilitarian or not could be a cause or a cure for melancholy. This is also a question for Professor Lawson. I haven't read Burton, but listening to your talk, it strikes me that this might be a work of political surrogacy, like the work of the famous physician, Sir Thomas Browne, his Epidemica, like Isaac Walton and Charles Cotton's Complete Angler. These were texts that were like advice books or works of political commentary on everyday affairs, like, well, an epidemic on one case, and fishing on another, that were actually complete works of political surrogacy. For instance, Walton and Cotton's work is about the troubles of the Anglican Church. And
I think the connection you made to Epicureanism when we were talking earlier is interesting because, of course, Epicureanism was supposed to be a therapeutic philosophy. And a lot of the topics that come up in this sort of on-again, off-again position of his, that some things cause melancholy, which I suppose is what we would call depression, and others are cures, these are all topics that would have been very salient, especially knowing the position of Christchurch. I mean, Christchurch was the citadel of royalism. The king hid out there for a while, I think, before he went to France. In the Restoration, it was absolutely the epitome of high church Toryism. So in a way, this sounds like a category of heresies and how to cure them. That is a very promising grand scheme for understanding it. It would take more knowledge of what was going on in Christchurch at that time for me to understand it. The main book, recent book by Angus Gowland on Burton, points in that direction, refers to his place in the church, but has no detail and no strong documentation of any taking of position concerning particular issues. It was written over 20 years, and Gowland tries to find that some of the later comments might have been provoked by some local crisis. And I certainly think you can't deny that there might have been some political surrogacy there. But it does seem to be his position in general over this 20-year period, which includes everything in his life from making a living and trying to get livings to supplement his meager salary as librarian and so forth, which certainly could have been issues provoking his own melancholy and then his inquiries. I don't know of any smoking gun that makes a particular paragraph or chapter a response to a specific political incident of the day. Yeah. I don't know what he was referring to in specific from his own times. Oui, je voudrais poser une question à M. Yoshinori Tsuzaki. J'ai beaucoup admiré, si j'ose dire, puisqu'il s'agit d'admiration, votre analyse de la démarche de Descartes. Mais si je comprends bien, il s'agit de montrer comment on passe d'une logique de l'admiration et de la curiosité à une logique de la méditation. Est-ce qu'on pourrait dire, en se replaçant dans le cadre des rapports entre l'entendement et la volonté chez Descartes, qui joue un peu le rôle de cadre général pour les méditations, que dans le cas de la curiosité, la volonté ne tient pas compte des limites de l'entendement, alors que dans le cas de la méditation, la volonté s'adapte aux limites de l'entendement fini. Oui, une question très intéressante à laquelle j'aurais du mal à répondre. Alors, lorsqu'il s'agit de l'analyse cartésienne de la curiosité, alors je ne sais pas si Descartes s'intéresse à ce célèbre rapport entendement et volonté qui est posé plutôt dans l'analyse de l'erreur humaine, dans la quatrième méditation. Alors Descartes parle beaucoup de ce rapport pour analyser justement l'erreur, mais lorsqu'il s'agit de la curiosité, je ne sais pas, est-ce que vraiment ce rapport entre volonté et entendement devient problématique? J'ai besoin d'un peu travailler sur là-dessus. Et je suis un peu frappé par le fait que vous avez mentionné de la méditation. C'est dans quelle mesure exactement la méditation, c'est tout simplement la volonté, il s'agit du cas où la volonté est limitée vraiment dans l'exercice de l'entendement ou...
pour que j'ai pas bien compris, enfin, si vous auriez d'autres mots pour comprendre pourquoi alors la méditation. Il est parti. Oui, j'entends, je crois. Hein. Je vous entends. Ce qui permet la démarche de méditation, c'est que cette démarche est réglée. Qu'est-ce qui permet qu'elle soit réglée? C'est que la volonté infinie procède par étapes, autrement dit, ne va jamais plus loin que là où l'entendement peut aller. Et c'est ce qui permet d'avancer méthodiquement. Alors que dans l'état de la curiosité, précisément, la volonté de savoir ne tient pas compte des limites de l'entendement. Elle va au-delà de la finitude de l'entendement, et c'est pourquoi, en un sens, elle peut partir dans tous les sens. D'accord. Alors, je crois qu'alors, il faut penser à la générosité cartésienne dans le célèbre article 161. Pour être généreux, il faut passer par un certain type d'exercice préalable dans la méditation. Alors, pendant ces étapes méditatives, alors le sujet méditant apprend comment régler ces deux facultés majeures de l'homme. Alors, dans le cadre des méditations, alors il s'agit principalement du réglage de l'erreur, mais justement, grâce à cette méditation consacrée à l'erreur, le sujet, si je me permets, plutôt l'existant, enfin celui qui exerce, apprend comment régler ses facultés. Et peut-être, grâce à cet exercice méditatif, l'homme généreux, donc le type idéal de la morale cartésienne, peut aussi apprendre comment régler la curiosité en tant que telle, malheureusement qui n'est pas thématisée chez Descartes. Mais comme alors la curiosité, c'est une sorte de passion de désir, alors que la maîtrise de désir fait partie de la constitution d'un sujet moral qui est généreux chez Descartes. Donc alors, si je vous ai bien compris, il y a quelque chose à faire pour créer un certain lien conceptuel entre la réflexion cartésienne sur la méditation en tant qu'exercice spirituel et la maîtrise de la curiosité, qui, en tant que telle, n'est pas du tout thématisée chez Descartes. Donc il y a des choses qui peut-être... oui, voilà. Donc merci pour ces remarques. Non, il y a, à propos de cette question que M. Moreau a évoquée, je crois que c'est tout à fait vrai, dans le sens que il y a Eudoxe, à un moment dans la recherche de la vérité, il dit, voilà, il répond à Épistémon qui dit que le désir de savoir est commun à tous les hommes et que c'est un mal qui ne se peut pas guérir parce que voilà, ça croît avec la doctrine, et derrière on sent toute la critique montagnarde de la doctrine et de l'érudition. Et Eudoxe lui répond, mais il y a de même assez de vérités qui se peuvent connaître en chaque matière pour satisfaire pleinement la curiosité des âmes réglées. Ce thème d'âme réglée, qui est un terme très, très montagnard, implique cette notion morale à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité qui est satisfaisante pour les âmes réglées. Donc évidemment, la règle implique une limitation. L'âme réglée, par exemple chez Montaigne, mais c'est un terme, le dérèglement de l'esprit, le règlement de l'esprit, c'est un terme moral, c'est-à-dire la capacité aussi, par exemple, de faire en sorte qu'on donne une limitation, par exemple, on pourrait évoquer le thème à la volonté ou au désir par rapport à une instance qui, elle, nous donne la compréhension des phénomènes, et le jugement se tienne à un assentiment qui se donne à l'intérieur de ce cadre. Voilà, en tout cas, l'association curiosité, une bonne curiosité pour les âmes réglées, ça me semble un peu aller dans ce sens, peut-être, d'une limitation de l'intellect, hein, dans le rapport avec la curiosité. Mais c'est juste une suggestion. Ça ne demande même pas une réponse si vous ne voulez pas répondre. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'alors, ce qui est intéressant chez Descartes, c'est que la réflexion cartésienne sur la connaissance a une portée morale. C'est-à-dire qu'alors,
cette réflexion ne se limite jamais pour fonder une science théorique. Cette réflexion nous amène toujours à réfléchir comment vivre d'une manière heureuse dans la vie. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue. Lorsqu'il s'agit vraiment de ce texte, comment analyser, c'est pour chercher, finalement, pour penser à l'ultime étape de la réflexion cartésienne, qui est la morale. C'est peut-être pour cela qu'alors Ernst Cassirer a daté ce texte, auteur de la rédaction des Passions de l'âme. L'hypothèse que j'admets pas, enfin, en tant que chercheur de Descartes, moi je situe ce texte plutôt avant la rédaction du Discours de la méthode, mais peut-être Cassirer aurait raison lorsqu'il s'agit de lire ce texte de telle manière que ce texte a un rapport, une portée morale. Voilà. Des autres questions? Autres demandes? Yes. Merci. J'aurais des questions pour Jean-Charles, mais je préférerais lire l'ensemble de ta communication, puisque tu as dû beaucoup couper, si j'ai bien compris. Mais j'aurais une question pour monsieur sur Descartes. La comparaison avec Charron se fonde sur une mention explicite de Descartes, ou est-ce que c'est vous qui comparez en somme les deux démarches? Écoutez, c'est moi, mais selon les études qui ont été faites sur ce rapport, Descartes a certainement lu Charron, et puis à travers... Non, enfin, c'est moi qui propose, mais pour l'instant, on est d'accord avec le fait que Descartes a bien lu Charron. Oui. Dans le texte de Descartes, est-ce que vous découvrez des traces de la lecture de Charron? Ça reste à des... Enfin, il y en a pas mal, mais enfin... Oui, enfin, il y en a... Enfin, je ne sais pas, il y en a pas mal, mais il y en a quand même. C'est... Pardon? Ça vaudrait la peine de faire un lexique comparatif de Charron et de Descartes. C'est 19h30 et donc il faut finir. Merci à tous.